J'ai pas de présentation, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc, aux origines de la quête de vérité, oui, c'était le titre original de ma présentation. Bon, évidemment, ça a été un peu réactualisé en l'écrivant, donc on pourrait dire que c'est plus une proposition d'une nouvelle interprétation de la notion d'intersubjectivité. Alors voilà. Alors, ben, tout d'abord, je vais remercier, moi aussi, je vais me joindre au concert d'éloges pour les organisateurs. Merci beaucoup. Puis une petite pensée pour les bénévoles cette fois-ci. Alors, bon. Donc, c'est bon, c'est ça, c'est une belle occasion là, d'exposer en public des idées qui m'obsèdent un peu trop. Donc, j'espère qu'elles vont susciter des belles et bonnes discussions critiques. Alors, je vous propose aujourd'hui cette nouvelle interprétation du concept d'intersubjectivité. C'est pas un concept nouveau, comme on le sait, déjà présent en phénoménologie et en herméneutique, mais comme j'ai élaboré cette interprétation-là sans rien connaître de ces deux courants philosophiques, je dois bien l'admettre, ben en fait, je la considère comme étant plutôt nouvelle, inédite. Alors, si je dois situer mon interprétation, je dirais qu'elle se situe au confluent de la philosophie antique et de quelque chose comme l'épistémologie des sciences. Alors, c'est que mon interprétation s'est construite essentiellement au fil de ma pratique enseignante au Cégep de Saint-Hyacinthe et vous aurez déduit que j'enseigne beaucoup le cours 101 et que, ben, vous allez le découvrir que j'enseigne aussi beaucoup le Gorgias. Alors, l'intersubjectivité, comme son nom l'indique, se situe dans cette rencontre-là d'au moins deux subjectivités. Et donc, le concept semble alors désigner ce qui se produit spécifiquement lors de cette rencontre de l'autre ou de plusieurs autres. Mais qu'est-ce que permet la rencontre de l'autre ou, par contraposition, qu'est-ce qui ne peut se faire seul? Ben, je soutiendrai dans ce qui suit que, 1, la vérité ne peut s'obtenir seule. 2, que la vérité est intersubjective. 3, que l'intersubjectivité doit se comprendre comme un processus en 3 étapes. Et 4, que ce processus se retrouve un peu partout dans la tradition philosophique et même dans la modernité scientifique. Et en 5, je pousse un peu plus loin en cherchant à opposer rationalité et intersubjectivité afin de comprendre celle-ci en dehors des limites de la première. Et enfin, je me permettrai de suggérer l'importance d'un champ de recherche mal aimé de la philosophie. Pour le nommer, ce serait les émotions. Alors, commençons. Dire que la vérité ne peut se faire seule, cela veut dire concrètement qu'être seul à croire à la vérité d'une proposition ne rend pas cette proposition vraie pour autant. Tant que la vérité ne fait pas l'objet d'un consensus, elle n'est pas vérité. La vérité est donc nécessairement intersubjectivité. Elle ne peut se faire sans l'autre. Alors, je crois que le moment est venu de dévoiler ce fameux processus intersubjectif que je sépare en 3 étapes distinctes. Alors, la première étape est formée de ce que je nomme, dans une espèce de conjonction, là, la proposition et l'écoute. Donc, deuxième étape, discussion critique. Et troisième étape, le consensus. Alors, allons-y avec la première. Mais tout d'abord, faudrait pas penser qu'une étape exclut nécessairement les autres, la présence des autres en même temps, au sens où la première étape, en particulier l'écoute, doit être présente dans toutes les autres étapes subséquentes. Alors, allons-y avec la première. Donc, la proposition et l'écoute désignent les 2 positions ou rôles de départ dans une relation intersubjective en vue d'établir une vérité. Donc, il y a une personne propose une idée qui est prétendante au titre de vérité, et l'autre personne écoute attentivement sans chercher à critiquer. Et plus précisément, la première propose une croyance dans l'espoir qu'elle soit adoptée pour vraie par l'autre qui ne la connaissait pas ou ne l'acceptait pas comme une vérité. Alors, la personne qui écoute se fait un devoir de bien comprendre la proposition en jeu. Cela ne pourrait sans doute se faire sans l'intervention du langage et d'une généreuse dose de rationalité, mais nous n'en sommes pas à considérer comment se constitue le langage. Nous le considérons ici déjà donné et partagé par les 2 interlocuteurs. Donc, la personne qui écoute est alors placée dans un rapport d'ouverture à l'autre, une ouverture presque inconditionnelle dans le cadre de cette première étape.
Donc, c'est une ouverture inconditionnelle à l'autre, c'est une espèce d'acceptation de la parole de l'autre, provisoire, si on peut dire, là. Et mais c'est quand même une étape essentielle. Et qu'est-ce qui rend cette acceptation de la parole de l'autre? Ben, ici, je pense que des réponses pourraient provenir de voix de phénoménologues ou d'herméneutes, mais je me joindrai pas à ces voix-là. Plus prosaïquement, je dirais que l'acceptation pleine et entière est souvent associée à la relation de maître à disciple. Du moins, c'est comme ça qu'on la reconnaît souvent dans la tradition. En effet, ici, le maître dicte et le disciple prend note, accepte et fait sienne la parole de son maître. Alors, n'y a-t-il pas là la forme fondamentale d'obéissance qu'on peut retrouver même dans le système scolaire, même dans l'école primaire où on apprend aux élèves à bien écouter leur maîtresse à l'école, de rester calme et puis bon, faire leur mieux pour rester à leur place. Bon, mais je suis pas en train de développer, je veux pas développer un peu plus sur le système scolaire ici. On continue on s'en va voir les Grecs là, plutôt. Donc sur le chemin de la vérité, il faudrait pas croire que cette acceptation inconditionnelle propre à la première étape est donc définitive. On passe donc à la deuxième étape, dans laquelle le disciple se permet de remettre en question les paroles du maître. Donc cette étape tout aussi cruciale que la première. Mais elle n'est pas toujours bien respectée et faite avec respect. Donc, la discussion critique est antagoniste et elle est à la recherche des raisons de refuser la proposition de l'autre, des erreurs, des incohérences, des contradictions. Donc, dans cette mesure-là, la rationalité intervient abondamment. Dans une collaboration en vue de produire une vérité, cela revient à prendre tous les moyens pour identifier, débusquer le faux, et puis, en fait, ça nous permettra de passer à l'autre étape. Mais avant d'aller à cette prochaine étape, donc c'est ici en général que nous aimons voir intervenir la rationalité dans toute sa splendeur, comme je le disais. Cette rationalité chérie par un grand nombre de traditions philosophiques, celle qui s'attaque aux préjugés, aux croyances infondées, etc. Celle qui distingue les imposteurs des véritables maîtres aussi. Donc c'est la rationalité qui demande des preuves, qui soupèse, qui délibère, qui réfute. Dans la discussion critique, on remet implicitement en question l'autorité personnelle du maître, mais il faut garder à l'esprit que cela est en fait en vue de trouver le faux par tous les moyens. Donc, maintenant, si nous finissons par nous entendre sur ce qui est faux, donc comme le veut la discussion critique, que reste-t-il? Ben, on peut espérer le vrai, la vérité. Et puisque la discussion critique impliquait toutes les personnes intéressées, nous obtenons un consensus. Bon, je sais qu'il peut y avoir des réserves du genre on a éliminé le faux et finalement il ne reste plus rien. Il n'y a même plus de vérité, donc on pourrait peut-être être là un peu embarrassé. Évidemment, on connaît ça souvent chez Socrate qui nous mène à des dialogues là, aporitiques, mais bon, on va laisser ça de côté pour l'instant. Donc, puisque la discussion critique, oui, c'est ça. Donc, si je reprends. Si nous finissons par nous entendre sur ce qui est faux, que restait-il? Le vrai, la vérité. Et puisque la discussion critique impliquait toutes les personnes intéressées, nous obtenons un consensus sur ce qui est vrai. Puisque tout le monde adhère ensemble à cette proposition qui est passée par le filtre, autrement dit, de la discussion critique. Autrement dit, si la proposition passe le test de la discussion critique, si on n'arrive pas à démontrer sa fausseté, il faut l'adopter, la consacrer vérité. Et puisque ce sont autant celles qui proposent que celles qui écoutent qui ont participé à la discussion critique, ce sont les deux qui doivent accepter, d'où le consensus. La vérité est intersubjective parce qu'elle est le fruit d'un accord entre personnes informées, comme le dit dans un contexte plus scientifique Yves Gingras, que vous trouverez cité dans le handout. Je ne l'ai pas avec moi, le handout. Et puis, j'ai pas mis la citation dans mon texte. Je vais aller chercher mon handout. Il est juste...
Alors, voici. Donc, bon, vous avez le plan de ma présentation d'un côté, de l'autre. Donc, ça va se situer juste après le point dans la colonne de gauche, le consensus, là, la citation d'Yves Gingras. Et donc, où il nous dit là, clairement, c'est lui qui est pas mal celui qui m'a inspiré là, cette recherche-là sur l'intersubjectivité. Donc, il nous dit, donc, Yves Gingras, qui est un historien des sciences là, à l'UQAM, la science est une forme d'objectivité fondée sur l'intersubjectivité, au sens d'accord entre différentes personnes informées qui discutent et débattent ensemble. C'est la possibilité d'atteindre un consensus qui fait de la science une institution qui permet qu'on parle en son nom. Donc, on y reviendra plus tard là, à ce contexte proprement scientifique. Donc, il faut voir dans quelles conditions se prépare cet accord, et ces conditions se présentent en 2 étapes successives qui conduisent à la 3e, l'accord. C'est pourquoi je conçois donc l'intersubjectivité comme un processus. Donc, c'est pas comme comme semble l'indiquer ici Yves Gingras, c'est que il ramène l'intersubjectivité à l'accord lui-même, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a des étapes préalables à ça. Donc, il faut la proposition, l'écoute, la discussion critique et ensuite le consensus. Donc, c'est une interprétation quand même assez simple. Et en bon empiriste que je suis, il s'agit de savoir maintenant si ce processus se retrouve bien dans la réalité, si mon modèle s'applique bien donc à cette réalité. Voyons voir si nous pouvons trouver des exemples dans la tradition philosophique qui illustrent les 3 étapes esquissées à l'instant. Alors, commençons par l'école de Milet, à l'origine même d'une quête philosophique de la vérité. Thalès, l'un des 7 sages révérés du temps des Grecs anciens, a un disciple, Anaximandre, qui a soif des vérités de Thalès. Cependant, non seulement Anaximandre écoute-t-il attentivement son maître, chose incroyable, il ose aussi le contester, ce maître. Et ici, donc, je m'inspire des idées de Carlo Rovelli, donc un physicien italien spécialiste des théories fondamentales de la matière, qui a témoigné toute son admiration pour Anaximandre dans un livre que vous trouverez, dont vous trouverez un extrait donc, dans le handout, c'est la citation qui est préalable à celle de Yves Gingras. Et donc, dans le chapitre 6 de son livre, Rovelli décrit entre Thalès et Anaximandre l'existence des 2 premières étapes de l'intersubjectivité telles que je les ai définies ici. Évidemment, il n'emploie pas le terme d'intersubjectivité. On ne peut pas ne pas noter que la 3e étape, telle que Carlo Rovelli les rapporte ici, sont pas présentes. Sont pas clairement établis. Donc, les fragments de Thalès et d'Anaximandre ne dévoilent pas clairement s'ils se sont entendus sur certaines propositions de Thalès ou éventuellement d'Anaximandre. Mais pas de consensus apparent sur une quelconque vérité entre Thalès et Anaximandre. Mais bon, peut-être que le manque de sources est à blâmer ici, ou bon, peut-être aussi c'est là l'occasion de constater que le consensus se fait pas toujours à propos d'une vérité, mais peut aussi concerner la question, hein, donc la pertinence des questions qu'on se pose, qui serait l'objet ici d'un accord. Hein. En effet, Anaximandre propose bien des réponses différentes de Thalès, et ce faisant, il souhaite corriger les erreurs de son maître, des réponses différentes donc, mais des questions communes. Et Thalès et Anaximandre font consensus sur l'importance de répondre à ces questions-là qu'on sait là, qui portaient sur principalement la nature. Nous disions que Carlo Rovelli n'établissait pas la présence de la 3e étape, celle du consensus, mais cela ne l'empêche pas de voir la portée universelle de cette relation intersubjective. Et donc, ce premier cas d'étude pave la voie au second, beaucoup plus général, beaucoup plus commun et contemporain, donc, et qui est suggéré par Rovelli lui-même là, à la fin de ce chapitre. Non, c'est pas la fin du chapitre. Mais... Selon Rovelli, ce premier cas d'intersubjectivité est appelé à devenir ce qu'il appelle le credo fondamental du scientifique moderne. Donc, pour lui, ce credo-là, c'est principalement les 2 premières étapes. Car le processus moderne de production de vérité scientifique applique systématiquement, ça c'est ma part, là, les 3 étapes. Cela peut être mis en évidence dans le processus de publication de résultats scientifiques. Donc, première étape,
un scientifique obtient un résultat d'intérêt, il écrit un article et le soumet à une revue spécialisée. L'article est reçu, lu attentivement par un membre du comité scientifique, puis est remis entre les mains de 2 évaluateurs anonymes qui lisent encore plus scrupuleusement la proposition. Donc là, c'est ça que j'y vois, là, la première étape, proposition et écoute de la part des membres du comité de scientifiques. Deuxième étape, les évaluateurs ont pour mission de relever toutes les erreurs potentielles dans la proposition. On connaît bien cette étape-là, ceux qui ont soumis des articles dans des revues spécialisées. Et troisième étape, si les erreurs relevées ne sont pas jugées fatales pour la proposition, les évaluateurs acceptent la proposition, peut-être avec des changements, mais bon, et elle est finalement publiée. Donc, la publication fait foi de la réussite de la proposition au test de la discussion critique. La publication est donc un appel au consensus. Le consensus va s'établir comme ça au gré de la diffusion de l'article publié dans la communauté scientifique. Donc, les gens qui vont lire cet article-là vont l'accepter comme une vérité, vont commencer à travailler avec elle comme une vérité. Donc, on reconnaît bien un processus de validation de la vérité à l'œuvre, non seulement dans les sciences physiques, mais, comme on le sait, donc plus généralement pour toutes sciences qui ont prétention d'établir une vérité digne de ce nom. Maintenant, un autre exemple nous ramène à l'Antiquité, mais il n'est pas des moindres. Il s'agit de nul autre que Socrate, qui, sous la plume bienveillante de Platon, respecte les étapes de l'intersubjectivité sous les traits de ce que la tradition a nommé la méthode socratique, ou parfois la dialectique aussi, qui sont des concepts, on sait à peu près qu'est-ce qu'ils désignent, mais c'est quoi les frontières exactement? Bon, on peut jouer un peu avec ce flou-là. Nous en connaissons tous un peu les ingrédients, donc les dialogues, l'ironie, la maïeutique, la connaissance de soi, la réfutation. Donc, la tradition distingue ces différentes stratégies de discussion dans lesquelles Socrate excelle, mais les rapporte souvent un peu pêle-mêle, un peu mélangés. Néanmoins, il me semble assez clair que Socrate respecte donc l'ordre des étapes intersubjectives. Mon étude se concentrera sur le dialogue de Gorgias, où on pourra consulter les extraits imprimés dans le handout. Donc, mais je vais quand même les détailler un petit peu. Tout d'abord, la proposition et l'écoute. Donc, cette étape se retrouve plutôt explicitement dans la stratégie de l'ironie. Non dans l'esprit de feinte et de moquerie, qui a certainement valu à Socrate quelques blâmes et autres menaces, mais plutôt dans la mise en place des rôles de chacun des interlocuteurs. Comme on le sait, Socrate invite un expert dans son domaine à dévoiler la nature de son savoir, autrement dit, à détailler une proposition, une réponse à une question quelconque. Et donc, dans le dialogue en question, c'est bien sûr Gorgias qui se présente comme un maître de rhétorique capable d'enseigner à quiconque son art. Et face à lui, Socrate va jouer le rôle de l'élève, du disciple, là, donc qui veut tout savoir et qui questionne à profusion son maître du moment. Donc, sans cesse, Socrate répète que ces questions ne visent pas à humilier Gorgias, mais bien à éclaircir la nature de son art. C'est vraiment le rapport maître-disciple qui est établi ici dans la première étape. Vient ensuite la discussion critique. Bon, on la connaît plutôt bien. Chez Socrate, cette étape correspond dans une belle mesure à ce qu'on peut appeler, ce qui était appelé en grec l'élenkos, donc l'élenkos socratique, que l'on traduit par mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve des croyances de chacun, en particulier les croyances morales. Et comme on le sait, Socrate cherche et trouve une contradiction dans les propos de son interlocuteur, car la contradiction démontre sans équivoque l'existence d'une croyance fausse. En effet, deux propositions contraires ne peuvent être considérées toutes deux vraies en même temps. Finalement, le jeu de l'élenkos de Socrate culmine-t-il dans la réfutation, c'est-à-dire la démonstration de la fausseté présente dans une des propositions du maître. L'étape suivante, le consensus, n'est pas atteinte dans le dialogue du Gorgias, mais ce n'est pas parce que Socrate ne l'appelle pas de tous ses vœux. En effet, Socrate affirme à plusieurs reprises
en particulier avec Calliclès cependant, que l'accord avec son interlocuteur est recherché et que cet accord est le signe même de la vérité. Je vous renvoie aux extraits imprimés où c'est très très clair là, avec Calliclès. Nous aurons une vérité quand nous serons entendus sur les réponses là, aux questions. Certains voudront peut-être ici faire valoir que ce n'est pas l'accord qui fait la foi de la vérité chez Socrate, mais plutôt la cohérence interne des croyances entre elles, hein, le fait qu'aucune d'elles ne se contredise. Donc le consensus serait finalement qu'un épiphénomène là, de la cohérence interne de ces croyances-là. Mais je pense que l'insistance de Socrate sur l'accord intersubjectif montre qu'il en a compris toute sa nécessité, hein, comme le fait remarquer aussi dans le dialogue d'Alcibiade. L'interlocuteur agit comme une garantie que nos croyances sont aussi cohérentes pour l'autre, et donc, puisqu'elles sont cohérentes pour un autre esprit, ben ça se généralise. Hein, la conversation pourrait avoir lieu avec toute personne et obtenir toujours les mêmes résultats, ça nous dit Socrate, et donc ça établit une vérité qui a une portée universelle, et donc, portée universelle, ben, c'est essentiellement un consensus là, qui va s'établir à la suite de ça. Ces trois exemples me semblent bien témoigner de la présence de l'intersubjectivité telle que je la définis dans la quête de vérité, qui apparaît clairement comme le fruit d'une démarche collective, donc intersubjective. Cependant, il ne faudrait pas conclure que l'intersubjectivité n'a que la vérité comme objectif final. Prenons l'exemple de la démocratie. En effet, si on observe le fonctionnement d'une assemblée démocratique, je crois qu'il n'est pas bien difficile de reconnaître les trois étapes intersubjectivité dans la production, cette fois-ci, non pas de vérité, mais bien de loi. Ainsi, sans vraiment m'étirer sur ce sujet, on peut dire qu'en premier lieu, le gouvernement propose à l'Assemblée un projet de loi, l'Assemblée écoute attentivement. Puis, le projet de loi est examiné en sous-comité, dont le mandat est de trouver justement les failles du projet de loi, de formuler des amendements. Et finalement, l'Assemblée, au bout du compte, là, donc on atteint la troisième étape, l'Assemblée va voter et le résultat du vote est accepté par l'Assemblée. Et donc, dans cette mesure-là, la loi, là, le projet de loi devient loi et établit d'une certaine façon son consensus. Donc, normalement, ceux qui ont même voté contre acceptent que cette loi-là devienne la loi pour tous et acceptent d'y adhérer. Bon, ça, c'est le processus normal, disons. Il peut y avoir, bien sûr, toutes sortes de divergences là, dans le débat. Ce qui frappe est bien sûr que le consensus créé autour du résultat du vote est différent de celui obtenu après une délibération rationnelle et critique qui converge vers une réponse quasi unanime, là, comme on pouvait avoir plutôt chez Socrate. Donc, dans le vote, il est tout à fait possible que les votants puissent voter en fonction de considérations tout à fait irrationnelles. Hein. Donc, par exemple, ils suivent la ligne de parti sans avoir lu un traître mot du projet de loi sur lequel ils viennent de voter. Donc, ainsi, l'intersubjectivité admet-elle d'autres formes de consensus qui ne soient pas pleinement rationnelles. Ainsi, découvrons-nous deux choses. L'intersubjectivité peut se dissocier de la rationalité, et puis le consensus est un accord sur, finalement, une collaboration en vue d'établir une loi, une vérité. Donc, la vérité n'est finalement qu'une entente sur une forme de collaboration, dans ce cas-ci, et une conclusion qui penche vers le courant peut-être pragmatiste, là, me semble-t-il. Ce constat n'est pas à prendre à la légère, car il ouvre une interprétation de l'intersubjectivité affranchie donc de la rationalité. Alors, allons-y maintenant pour le dernier tiers de ma présentation, où je suis un peu plus audacieux, disons. Je souhaite montrer que l'intersubjectivité existe sans avoir recours à la rationalité. Donc, chez l'humain, ce n'est pas compliqué. La rationalité est assumée par la faculté que l'on nomme la raison, qui sert partie prenante du processus, qui fait partie prenante là, du processus mental de la pensée humaine. Pour montrer l'indépendance de l'intersubjectivité, il faut montrer qu'elle se manifeste clairement chez des animaux non humains, des animaux auxquels il serait difficile d'accorder le titre de rationnel.
Car on dirait bien que ce que l'on voudra, la rationalité, est définie à partir de la raison humaine, et si bien que l'on peut retrouver chez des animaux et des comportements rationnels. Non, si bien que l'on peut retrouver chez des animaux des comportements rationnels, mais personne n'est prêt à dire que l'ensemble de leur comportement peut être rationnel, comme on peut l'affirmer d'un humain. La question se pose donc, existe-t-il chez des animaux non humains des exemples de relations intersubjectives selon le modèle que nous proposons? Je pense que oui, je pense même qu'ils sont nombreux. Et donc, puisque l'idée derrière ça, c'est en fait, dès qu'on voit une collaboration entre des membres de la même espèce, on peut envisager qu'il y a eu un accord justement sur cette collaboration-là. Et donc, voilà. Là. Cependant, il convient de revoir les 3 étapes définies plus tôt afin de les rendre applicables à des comportements qui seraient non-verbaux. Ainsi, la première étape de la proposition, qui est la proposition et l'écoute, ne se fait plus en termes linguistiques, mais il existe sans doute une suite de cris, un chant, une gestuelle, une danse, un code linguistique, une communication non linguistique par lequel passe l'émission d'une proposition et sa réception par un membre de la même espèce. Prenons un exemple concret. Le chant est parfois la danse, donc par lequel les oiseaux mâles font leur cours aux femelles. Chez certaines espèces, le mâle a déjà construit son nid, exhibe ses plus beaux atours pour convaincre une femelle de s'accoupler. Et la femelle finit par se pointer et observe attentivement, donc le mâle exécuter son petit tour de chant qui, en quelque sorte, lui propose un accouplement. Seconde étape, bien sûr, on doit revoir la discussion critique entre le mâle et la femelle. Donc, c'est sûr là ici que on s'attend pas à ce qu'il y ait une recherche de contradiction. Pourtant, il y a bien là une forme d'évaluation de la proposition d'accouplement, et c'est cela que nous devons réduire donc à la discussion critique, car le succès du mâle n'est pas assuré. Il arrive bien souvent que la femelle s'envole et passe au suivant. Donc, la deuxième étape n'est plus une recherche rationnelle du faux pour la rejeter. Cependant, il y a bien dans cet exemple une évaluation qui peut avoir 2 issues, le refus ou l'acceptation de la proposition, issues qui sont les mêmes dans la discussion critique définie plus tôt. Finalement, la troisième étape, le consensus, se réduit, lui, à la collaboration souhaitée, c'est-à-dire l'accouplement du mâle et de la femelle. Si on m'accorde qu'il s'agit bien d'intersubjectivité, la première chose que l'on doit remarquer, c'est que l'exemple est loin d'être anecdotique, au contraire, et ça dévoile que l'intersubjectivité se trouve au cœur même du comportement de reproduction de nombreuses espèces animales. Cela nous fait découvrir à quel point l'intersubjectivité a une origine lointaine, non seulement chez les humains, mais dans le règne animal dans son ensemble. Mais pour quelqu'un comme moi, formé à la philosophie des sciences cognitives, ce constat de l'existence d'intersubjectivité antérieure à toute forme de rationalité nous conduit à la question quelle forme de cognition présente dans le règne animal nous rend possible cette intersubjectivité. Alors, permettez-moi d'y aller avec ces quelques considérations qui couronneront mon exposé. C'est ma dernière page. Il est courant de parler de cognition animale pour désigner l'ensemble des mécanismes du système nerveux qui produisent en bout de ligne des comportements réagissant à différents stimuli de perception. De plus, les spécialistes de la cognition animale n'hésitent pas à parler d'émotions primitives chez les animaux telles que la peur, la colère, l'agressivité, ou à l'inverse, des comportements de plus d'attachement. Et donc, toutes ces émotions là qu'on peut très bien imaginer jouer un rôle essentiel dans une relation intersubjective, quand vient le temps en particulier d'évaluer, comme on disait, la proposition. Donc, je souhaite suivre cette voie ici en suggérant que l'intersubjectivité humaine ou animale repose fondamentalement sur des mécanismes émotionnels. Donc, voici les éléments à considérer. Si l'on s'en tient à ce qui pousse un animal à collaborer avec un tel congénère ou un tel autre, et pas l'autre en fait, ne relève pas d'une faculté rationnelle, mais plutôt d'une combinaison bien mystérieuse d'émotions. Il ne faut pas s'attendre à ce que je puisse déterminer quelle émotion particulière engendre l'intersubjectivité. Mais ma spéculation ici, car il faut l'appeler ainsi, reste au niveau systémique. Quel système cognitif peut rendre compte de l'intersubjectivité? Donc, je soutiens que le système nerveux des animaux est comme le substrat physiologique d'un flux continu d'émotions variables qui sont les véritables causes des comportements.
Donc, essentiellement, chez les animaux, si on se pose la question, qu'est-ce qui cause il faut remonter à des émotions. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Bon, je vais gros, à large trait, mais bon, on pourra en débattre, là. Mais si tel est le cas, OK. Donc, la cognition animale est essentiellement donc un flux émotionnel. Mais si tel est le cas de nos ancêtres animaux, il me semble que nous sommes conduits à conclure que les émotions sont tout de même la matière première de la pensée humaine. Donc, en effet, sur quoi la raison humaine elle-même se construit-elle, si ce n'est sur cette matière première qui n'a rien de rationnel? Donc, faut-il en conclure que la raison est elle-même une sorte d'émotion? Ou pour le dire autrement, est-ce que la cognition rationnelle se réduit à une cognition émotionnelle? Donc, voilà les questions surprenantes auxquelles me mène cette interprétation de l'intersubjectivité, auxquelles je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce processus fondamental, quand même à l'origine donc de la production toute rationnelle de nos vérités, mais dont les origines seraient éminemment irrationnelles dans ce cas-ci. Alors voici. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alexandre. Nous avons maintenant 15 minutes pour les questions. Mathieu? Oui, ben d'abord, merci pour la présentation. J'ai remarqué au cours de la présentation un glissement. Vous êtes passé de la recherche intersubjective de la vérité via la rationalité à l'étude de l'accord intersubjectif en vue de la coopération. Donc, ouais. C'est deux choses distinctes. Puis, j'aurais deux questions. La première, ça concerne la recherche intersubjective de la vérité. L'exemple de Thalès puis d'Anaximandre montre bien que même s'ils avaient atteint un accord intersubjectif, ils n'auraient pas été dans le vrai. C'est-à-dire que faire équivaloir la vérité à ce qui est l'objet d'un accord intersubjectif, ça passe à côté de toute la notion de vérité-correspondance, des critères épistémiques qui nous assurent que l'accord intersubjectif nous met en prise sur ce qui est le réel. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis l'autre chose, c'est la recherche d'un accord intersubjectif sur la coopération. Ça pose la question de savoir si le choix, la loi ou l'action que l'on propose à notre interlocuteur est la bonne, est le bon choix et la bonne loi. Puis donc, ça pose la question de savoir s'il y a véritablement des bons choix. Puis donc, ça pose la question de la vérité pratique ou de la vérité morale qui ne peut à nouveau s'atteindre que par la rationalité. Donc, il me semble que dans les deux cas, on ne peut pas faire équivaloir ni la vérité pratique, ni la vérité théorique avec l'accord intersubjectif. Il faut des ingrédients de plus. En tout cas, c'est l'impression que j'avais en vous écoutant. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Oui, je comprends cette idée-là d'essayer de ramener la vérité vers quelque chose de plus en correspondance là, avec la réalité. Mais je pense que ça se situe dans la discussion critique. C'est là que ça se passe, ce travail-là d'évaluation de la proposition. Et là, c'est là que le critère éventuellement de fausseté va s'exercer. Et c'est pour ça que ce travail-là de vérité-correspondance, en fait, la vérité qui va résulter à la suite de la discussion critique, si elle est bien faite, va être correspondante à la réalité. Et c'est pour ça qu'elle peut faire aussi un consensus, dans ce sens-là là, que je vois. Donc, il faut voir ma proposition, comme quand je dis que la vérité, c'est le consensus, c'est la chose... est-ce que c'est une vérité qui va rester vraie de façon éternelle? Certainement pas, hein, parce que quand on regarde la science, par exemple, on s'entend sur des vérités, mais elles sont provisoires. Je veux dire, on les a, et c'est ça les meilleures qu'on a sur le moment. Donc, le processus de discussion critique, il est toujours là, il va revenir sans cesse pour remettre en question le consensus qui est établi. Donc, le consensus n'établit pas une vérité définitive pour toujours. Il va définir ce qui est considéré à un moment comme étant la vérité. Donc, je sais pas là, si ça répond là, à la question. Et je suis pas certain de me souvenir convenablement de la deuxième. Ça va? OK, oui, parfait. On a une autre question. Merci. Merci pour la présentation. Je suis mathématicien de formation, donc je vais juste vous demander une question plus mathématique. En quoi 2 plus 2 égale 4 est une vérité
consensuelle ou intersubjective. J'ai un peu de la misère à saisir. Vous parlez des sciences en général, mais les mathématiques sont aussi une science. Donc, en quoi ça s'applique, votre discours s'applique en mathématiques? Eh ben, est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce que 2 plus 2 égale... En quoi 2 plus 2 égale 4 est une vérité qui a besoin d'un consensus? Donc, comment... Est-ce que c'est simplement juste parce qu'il y a un consensus que 2 plus 2 égale 4 est vrai? Est-ce que parce qu'il y a plusieurs mathématiques qui croient que 2 plus 2 égale 4? C'est, encore là, c'est, comment dire? C'est une proposition qui s'est imposée et qui, comment dire, a réussi. La discussion critique, c'est peut-être pas faite de façon extrêmement structurée là, par rapport au 2 plus 2 égale 4. Mais je pense que dans ce cas-ci, il y a eu constamment un rapport avec, comme on disait tout à l'heure, un rapport avec la réalité. Il fallait vérifier dans le réel si 2 plus 2 égale 4. Je pense pas que on peut... 2 plus 2 égale 4 parce que je vérifie que mes doigts, avec des expériences 2, 4, c'est comme ça que 2 plus 2 égale 4 est vrai. Oui. OK. Ben, je comprends. Il peut y avoir... Je sais pas comme, parce que je sais pas si... Non, mais je sais qu'en mathématiques, on va faire des longues démonstrations. Oui, justement, puis ces démonstrations-là ne dépendent pas justement du temps ou de l'espace, ou justement, c'est des vérités qui sont à partir d'un certain ensemble d'actions, n'est-ce pas, qu'on accepte. Ben, ces vérités-là deviennent solides, là, sont a priori, sont mais pas... on accepte donc des propositions au départ. Absolument. Donc, il y a une proposition qui est faite. Mm-hmm. Il y a une proposition qui est faite, et puis éventuellement, on regarde si les axiomes permettent de déduire avec des règles d'inférence bien précises, permettent d'établir que 2 plus 2 égale 4. Donc, on a suivi des règles sur lesquelles la communauté scientifique s'est entendue. C'est quoi les règles d'inférence? Et puis, est-ce que ces règles-là, finalement, donnent lieu à 2 plus 2 égale 4? Oui. Ben, consensus, on a établi. Donc, la discussion critique s'est fait, la proposition 2 plus 2 égale 4 provient donc d'une proposition éventuellement d'un mathématicien. Je pense pas qu'au début, ça venait d'un mathématicien. Je pense que c'était vraiment ancré dans la pratique des gens qui comptaient leurs moutons, des affaires comme ça. La géométrie de l'arpenture, la géométrie, mais justement, l'origine de la géométrie, c'est de l'arpenture, c'est de faire les champs, en effet. C'est ça, oui, puis c'est ça. Je pense qu'ils comptaient avec leur petite tablette et 1, 2, 3, j'avais tant de moutons, je les recompte. Mais ça, c'est une correspondance vraiment entre le réel et en deux réalités, finalement, entre ma plaquette et puis d'argile et puis la réalité. Donc, moi, je pense pas que la vérité qui fasse que 2 plus 2 égale 4, aujourd'hui, elle est peut-être en lien avec des démonstrations mathématiques acceptées par une communauté de mathématiciens. Mm-hmm. Mais je pense pas que, à l'origine, c'était pour cette raison-là qu'on considérait que 2 plus 2 égale 4 était vrai. Est-ce que... oui, ouais. C'est juste, j'ai renchéré ça, en fait, avec je sais pas son nom, avec le collègue, justement, il me semble que, en tout cas, l'intersubjectivité est certainement un facteur, justement, de consensus dans une communauté scientifique, en mathématiques en particulier, mais je crois pas que c'est le seul critère qui permet, en tout cas, Frege serait furieux contre vous aujourd'hui pour vous dire que l'émotion justifie que 2 plus 2 égale 4. C'est un peu, puis même moi, dans ma pratique mathématique, ce n'est pas comme ça qu'on argumente, ou même qu'on arrive à ce genre de consensus, sur la vérité des propositions mathématiques. Il n'y a pas un mathématicien qui fait une proposition, ensuite, dans une communauté, mais une communauté, une notation, toute une immense bagage de philosophie de notation qui, justement, permet de parler, en fait, des concepts. Mais, en tout cas, il me semble que l'intersubjectivité est un critère nécessaire, mais non suffisant pour, justement, arriver à la vérité des propositions mathématiques. C'est ça que j'essaie de... Quand quelqu'un arrive avec, en disant, j'ai prouvé le théorème d'un tel, là, bon, oui. est-ce qu'on considère que, parce qu'il le dit, c'est vrai? Ben non, justement. Ben c'est ça. Donc, ça prend un public, ou ça prend des spécialistes qui vont dire, OK, on va repasser à travers ta démonstration. Donc ça, c'est le processus de discussion critique, où on établit les critères. Les critères sont déjà donnés, ça. Et puis après ça, il y a éventuellement un consensus. Oui, il a réussi à établir sa preuve. Donc, en effet, 2 plus 2 égale 4, ça veut dire que c'est pas une vérité éternelle, comme les mathématiques semblent le prétendre. C'est une vérité avant tout pratique, dans le sens
si on regarde son origine pour l'espèce humaine. Ouais. Mais c'est inscrit dans un langage, là. C'est inscrit 2 plus 2 égale 4, là. C'est pas quelque chose qu'on peut... Je prépare juste aux critiques de mes collègues, parce que les collègues vont vous écouter, puis ils vont voir le psychologiste en vous, puis ils vont commencer à se braquer. Évidemment, la rhétorique fait partie de la méthode aussi. Le médecin devant le rang, il regarde, il coche au tableau, il dit qu'est-ce qu'on veut, puis il commence à il y a des jugements de valeur ici, etc. Mais par contre, pardon, je voulais pas, je vais pas prendre la place. Il y a d'autres questions, mais c'est quand même super intéressant parce que justement, vous parlez des sciences en général, puis vous êtes en psychologie, je pense, vous êtes plus en sciences cognitives. Ouais, c'est ça. Mais votre argument peut même se généraliser pour les sciences mathématiques, mais il faudrait juste vous prépare un peu au genre de questions que les mathématiciens vont vous poser. Merci. Merci. Il y avait une question de Guillaume. Si on a le temps, on va revenir à Elliot. Oui, il reste 5 minutes. Donc, merci pour ta présentation, Alexandre. Donc, tu me pardonneras peut-être d'insister dans la même direction, en étant peut-être... Mais tant mieux. Il me semble que l'intersubjectivité est en effet une condition d'intelligibilité, si on veut, de la vérité. C'est constitutif de la vérité, pas de problème. Je pense que c'est même un acquis de la phénoménologie contemporaine, de l'herméneutique, du pragmatisme américain, des éthiques transcendantales néo-kantiennes, de tout ce qui se passe du côté de la déconstruction, du structuralisme, de la psychologie contemporaine. Donc, pas de problème de ce point de vue-là. Donc, ils ont une approche assez différente. Ils ont une approche différente. Mais déjà, ce serait peut-être une approche qu'on consisterait à dire, par exemple, que la proposition est déjà elle-même intrinsèquement dialogique, intersubjective, etc. Donc, on pourrait même faire... oui, parce qu'elle est formulée dans un langage qui présuppose déjà des rapports. La prédication présupposant une sensibilité, disons, à la vérité, à l'objectivité, qui présuppose déjà quelque chose comme l'intersubjectivité. Mais moi, en fait, ce sur quoi je voudrais insister, c'est quand même de dire le consensus de fait ne pourra jamais être un critère de vérité de manière aussi, me semble, aussi directe que ce qui a été suggéré. C'est-à-dire, il faut absolument distinguer, me semble-t-il, le consensus de fait et le consensus de droit, si on veut. C'est-à-dire que la vérité objective va toujours être universalisable ou universelle en droit, mais on peut pas exiger qu'elle le soit en fait. C'est-à-dire que si on se mettait tous par une quelconque déficience cognitive du fait de la prochaine pandémie, à estimer que 2 et 2 font 5, par exemple, et qu'une seule personne parmi nous avait la présence d'esprit ou disons le bonheur de comprendre que 2 et 2 font 4, ça demeurerait le cas que 2 et 2 font 4. C'est-à-dire que il est impossible de dire que le consensus de fait est un critère de vérité sans tomber dans le sophisme de la majorité. Quelque chose comme ça, de cet ordre-là, du moins. Bon, c'est une question, mais peut-être pas aussi ouverte que je le souhaitais au départ. C'est-à-dire, je vais le formuler sous la forme d'une question. Comment le consensus, disons, pourrait-il être un critère de vérité sans tomber dans le sophisme de majorité? Ça ne me semble pas possible. Et même dans l'argument, et là je m'en excuse franchement, même dans le commentaire sur l'intersubjectivité démocratique, on ne vote pas, me semble-t-il, sur le vrai. On vote sur ce qui va être légitime. C'est pas ça que je disais. Ouais, mais il m'a semblé à un certain moment qu'on allait un peu dans cette direction-là. Mais disons, annulons à ce moment-là cette dernière question. Puis, ouais. Donc, comment éviter que finalement on détermine la vérité essentiellement par la majorité? C'est ça? C'est ça. La majorité, de la façon dont je la présente, c'est vraiment le témoignage. Ça vient dire, c'est le tampon. C'est ça, c'est l'authenticité. C'est comme, OK, on a une vérité, la voilà, bang, check. Et donc, dans ce sens-là, la vérité, elle est pas... c'est pas c'est-tu vraiment là, dans le passage en discussion critique où je pense que dans la discussion critique, on fait le ménage, justement, là. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas juste la majorité qui est entrée en ligne de compte. Il y a plein d'autres considérations rationnelles que j'ai pas nommées, que j'ai pas parlé, mais j'ai évoqué la cohérence interne, par exemple, des croyances chez Socrate. Fait que ce filtre-là a éliminé le faux. Et donc, on s'entend pas finalement, on s'entend sur le vrai comme ce qui a échappé
à la critique. Et donc, en ce sens-là, c'est pour ça que la vérité est essentiellement temporaire. C'est pas, donc, je sais pas, j'ai l'impression que si on est si réticent à accepter l'idée que la majorité peut avoir une influence sur ce qui détermine la vérité, c'est que on pense qu'on a accès à des vérités pas universelles, mais des vérités permanentes, des vérités qui ne changeront plus jamais. Alors que c'est pas le cas. Donc je te remercie. Je pense qu'on n'a pas le temps pour une relance. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci.